Les sciences. Les sciences. La connaissance. La connaissance. L'histoire. La nature. La médecine. L'éthique. La La psychologie. Les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique. Lieu de savoir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai une checklist ici. 16h30, accueil des orateurs et essais techniques. On disait que c'était fait. Alors, 16h30, 17h10, accueil des participants. On est dans les temps. 17h10, 17h20, là on va gagner un peu de temps parce que c'est présentation de l'orateur par le responsable académique. Comme je suis responsable académique et que je suis l'orateur, on m'a dit que je devais faire tout. Alors, ce sera vite fait. Donc, vous avez vu que je m'appelais Jacques José. Je suis membre de l'Académie royale de Belgique. Et j'ai été, quand j'étais en fonction, professeur ordinaire à l'Université de Liège. Je ne suis pas du tout célinien. J'étais hispaniste. Enfin, je suis toujours hispaniste parce que je continue à faire de la recherche en hispanistique et dans des domaines très variés. La littérature médiévale espagnole, la littérature du siècle d'or, surtout le roman du siècle d'or, et y compris et surtout Cervantes, et la littérature également romanesque, surtout hispano-américaine, contemporaine. Donc vous voyez. Alors je vais vous parler de Céline. La plupart d'entre vous ne vont rien apprendre probablement parce qu'ils en connaissent beaucoup plus que moi. Je ne suis pas célinien du tout. J'ai été amené à Céline par l'hispanisme. J'ai écrit un livre et bon nombre d'articles sur un écrivain colombien qui s'appelle Fernando Vallejo, qui a été comparé quand La Vierge des Sicaires a été publiée. Ça a été un choc dans la critique française qui a comparé immédiatement le style de Fernando Vallejo à celui de Céline. Alors de fil en aiguille, je me suis fait célinien, si vous voulez, mais avec de tout petits guillemets. Donc, je vous répète, vous en connaissez plus que moi, sans doute, sur Louis-Ferdinand Céline. Voilà, je passe donc sur ma checklist à l'exposé. Et ça a débuté comme ça. Cette première phrase du Voyage au bout de la nuit est aussi célèbre que celle qui met en mouvement la recherche du temps perdu. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Céline et Proust. Proust et Céline. D'entrée de jeu, le rapprochement est exigé, dirait-on, par une histoire littéraire qui, au fur et à mesure que le XXe siècle prend le large, reconnaît en ces deux écrivains les vrais révolutionnaires de la prose française de ce temps, alors que tout les opposait. Proust, le jeu subtil à la phrase aux méandres infinis, Céline, l'antisémite rageur, à la phrase déchirant la syntaxe. Deux musiques, l'une enveloppante, du Debussy ou du Ravel, l'autre dissonante, du Charlie Parker ou du John Coltrane. Et pourtant, sur un disque enregistré 1 an avant sa mort, Céline, ce radin en éloge littéraire, déclarait « Proust est un grand écrivain. C'est le dernier. C'est le grand écrivain de notre génération, quoi. » Alors que pendant toute sa vie, il s'était moqué, et méchamment très souvent, de ce qu'il appelait les prousteries. Et cet éloge sur Proust, de la fin de sa vie, était aussi rabattu par... Il n'avait pas beaucoup de style, moins roublard que distinctif, comme s'il disait, son style n'était pas le mien. Ça a débuté comme ça. Souvent, en parlant de Louis-Ferdinand Céline avec l'un ou l'autre ami, j'ai entendu ce propos comme une antienne. « Ah, le voyage. Ah, mort à crédit, quel chef-d'œuvre. » Mais après cela, « Ah non, je me refuse à lire les livres de ce salaud, de ce collaborateur répugnant. » D'autres s'enfuient, rien qu'à l'évocation du nom de Céline, docteur Louis Destouches, pour l'état civil. Les uns et les autres ont tort.
les seconds pour se priver à tout jamais d'un grand moment de jouissance littéraire, et les premiers pour rater l'occasion de découvrir les médiocrités, les ignominies et les faces grotesques des collaborationnistes français, persuadés qu'ils détiennent encore quelques pouvoirs alors que, faits prisonniers en fait des Allemands à Sigmaringen en 1944, ils ne font qu'errer d'un château l'autre. Ces lecteurs arrêtés à mort à crédit, qui est de 1936, refusent aussi par exemple de vivre l'enfer de feu et de sang dans lequel la folie hitlérienne a plongé l'Allemagne bombardée par les Alliés à la fin de la guerre. L'écriture éclatée et haletante de Nord, qui, je le confesse tout de suite, pour moi, le chef-d'œuvre de Céline. Et ça a été publié en 1960. Et de Rigaudon, œuvre posthume, publiée après sa mort en 1969, épouse l'explosion des bombes, des maisons, du pays. C'est qu'à mort à crédit succède une série de pamphlets qui feront de Céline un écrivain puant. Le premier, Mea culpa, 1936, dénonçant le communisme stalinien, ne lui aurait sans doute pas été reproché, sauf par les staliniens, et peut-être l'en aurait-on félicité, comme la critique avait salué le courage politique d'André Gide pour son Retour du RSS publié la même année. Mais suivent les impardonnables bagatelles pour un massacre, 37, l'école des cadavres, 38, et les beaux draps, 41, débordant de haine antisémite. Dès 1937, le siège de la pensée politiquement correcte est fait, surtout après 1945, bien sûr. Elle prévoit encore, par exemple, dans la bouche de Bertrand Delanoë, maire de Paris, « Céline, a-t-il dit, en 2011, est un excellent écrivain, mais un parfait salaud. » Dois-je avouer que j'aurais préféré écrire de l'excellent écrivain plutôt que du parfait salaud. Mais le cas Céline paraît décidément bloqué, comme il en ressort de la décision de l'ex-ministre français de la Culture, Frédéric Mitterrand, de rayer des célébrations nationales de 2011 le 50e anniversaire de la mort de Céline, accédant ainsi à la pétition formulée par Serge Klarsfeld, président association des fils déportés juifs de France. Malgré cela, ou à cause de cela, on n'a jamais autant parlé de Céline et de la dimension prophétique de sa vraie révolution littéraire que cette année 2011, tant en France qu'à l'étranger. France Culture lui consacre une série de programmes en février 2011 et le magazine littéraire de ce même mois lui est dédié, tout comme un numéro hors-série du Figaro paru en mars, un télérama hors-série en juin. En juin encore, un autre numéro hors-série du magazine Lire. Et en juin toujours, un dossier de la Revue des Deux Mondes, Céline l'Indomptable. Son œuvre occupe tout l'espace d'une émission télévisée dans la Grande Librairie de France 5, le 3 mars, où sont intervenus, entre autres, son meilleur biographe, François Gilbeault, Philippe Solers, turiféraire de l'écriture célinienne, et Fabrice Lucchini, qui, depuis près de 3 décennies, interprète au théâtre des extraits du Voyage et de Mort à crédit. D'ailleurs, il va encore le reprendre en janvier 2014. Le 23 juin, la même chaîne, France 5, proposait un nouveau programme, Voyage au bout de Céline, rediffusé le 10 juillet, tandis que le 18 août, on pouvait voir, toujours sur la décidément très célinienne France 5, Céline à Meudon, documentaire sur la maison où il a vécu de 1951 à sa mort. La chaîne franco-allemande Arte n'est pas en reste. Le 6 juillet, elle rediffuse un documentaire de 2005 qui illustre la décomposition de Sigmaringen sur la base d'un château l'autre, et le 17 octobre 2011, un procès Céline rediffusé le 29, qui laisse le dernier jugement aux téléspectateurs. Le magazine belge Le Vif l'Express du 8 avril 2011 publie sur 4 pages les bonnes feuilles du livre de David Alliot, D'un Céline l'autre, qui recueille des centaines de témoignages dans une brique de 1172 pages. Henri Godard, éditeur des romans et des lettres de Céline dans la collection de la Pléiade, refouille la biographie de l'écrivain maudit et la publie au mois de mai. L'auteur de Voyage au bout de la nuit devient aussi l'anti-héros de la biographie romancée d'Alexis Salatko, Céline's Band, parue en mai 2011, et en juillet paraissent les derniers clichés inédits de Céline tirés par son ami photographe Pierre Duverger. Plus près de nous,
la très officielle revue des lettres belges de langue française, Le Carnet et les Instants, accueille dans son numéro du 1er décembre une comparaison belle mais bien ressassée de Nicolas Marchal, Rabelais, Céline, à prendre à écouter. La chaîne de télévision spécialisée Histoire diffusait le 13 décembre Paris-Céline, film documentaire de Patrick Buisson, par ailleurs conseiller politique de Nicolas Sarkozy, qui, on s'en souviendra, fut chargé de la rédaction des discours de la campagne d'entre-deux tours de son patron en chasse des voix lepénistes. On voit peut-être mieux pourquoi l'ancien président de la République française admirait Céline, tout au moins le voyage au bout de la nuit, au point que ses collaborateurs lui offrirent un jour une lettre autographe de Louis Ferdinand. Dans le prolongement du cinquantenaire, la Fond Presse publie 11 numéros spécial Céline. En 2012-2013, le dernier vient de paraître il y a quelques jours. Je ne lis pas le journal espagnol El País quotidiennement, mais je ne dénombre pas moins de 8 articles de fond entre le 22 janvier et le 11 juin 2011 dans les quelques numéros que j'ai parcourus, et le magazine littéraire L'Air de juin 2011 évoque le grand maudit dans un dossier substantiel. Ces exemples ne sont que cela, des exemples, que l'on pourra étoffer en consultant la revue L'année Céline 2011. Que Serge Klarsfeld le veuille ou non, 2011 a été une année Céline, sans célébration nationale, certes, comme l'aurait sans doute souhaité le docteur Détouche, qui dans ses écrits n'a guère épargné les Français. La race, ce que tu appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. C'est tout au début du voyage au bout de la nuit. Il convenait donc, me semble-t-il, de reprendre le dossier en le focalisant, contre mon gré, sur la problématique indépassable de l'idéologie de Céline, et en tâchant de relire autrement l'oxymore devenu stéréotype de l'excellent écrivain Salo. Dans ce but, je voudrais simplement m'en tenir à l'exposé de faits biographiques avérés, pas de rumeurs, elles sont évacuées de mon exposé, et aux textes qui s'y rapportent. Je veux parler des lettres de Céline, et certaines sont des chefs-d'œuvre de la littérature épistolaire, dont on peut disposer depuis fin 2009 d'une sélection très partielle, car les 2000 pages du volume de la Pléiade sont loin de réunir un énorme corpus toujours bien ouvert. Ainsi, le 9 mai 2011, 36 lettres inédites de Céline écrites entre 1939 et 1948, adressées à un confrère médecin, Alexandre Gentil, étaient présentées en vente publique à Paris. Elles furent heureusement toutes acquises en bloc par le musée des lettres et manuscrits de Paris. Une dizaine d'entre elles furent publiées dans le fascicule de décembre 2011 de la revue des Deux Mondes. Étaient jointes à ce lot 26 missives adressées à divers destinataires. Le prix estimé par lettre variait entre 1200 et 1500 euros. Le 22 janvier 2011, la librairie Michel Lhomme de Liège proposait là aussi en vente publique 18 lettres inédites de Céline envoyées à des correspondantes danoises en France entre 1945 et 1947. Je ne résiste pas à vous lire, d'après la photo du catalogue, un court extrait de l'une d'entre elles, adressée à une amie cavalière, je veux dire qui fait du cheval. Lettre à la fois prophétique et autodérisoire, donc très célinienne. Je cite, « Ma correspondance, toute illisible qu'elle soit, est très rare et très recherchée. Gardez ces feuillets informes. Un jour vous pourrez les vendre, tout de suite même à Paris, et vous pourrez vous acheter un autre cheval, un vrai. » À l'époque, Céline est en exil au Danemark, avec, à ses basques, un procès pour haute trahison en France. Que reprochait donc la justice française de l'épuration à ce héros de la Grande Guerre, blessé au début des hostilités, médaillé, mutilé à 75%, ces mots reviennent comme une litanie dans sa correspondance et ses déclarations à la presse après son retour en France en 1951. Médecin réengagé, volontaire, dans la guerre contre Hitler.
son antisémitisme déclaré, bien sûr, ses pamphlets, bien sûr, et son attitude durant l'occupation, bien sûr. Repassons à un, les chefs d'accusation, non dans un but de défendre, et encore moins de justifier, mais de situer l'écrivain dans son contexte historique, ni plus ni moins. Louis-Ferdinand Destouches est l'enfant unique d'une famille de la toute petite bourgeoisie commerçante parisienne. Son père, modeste employé dans une compagnie d'assurance, est anti-Dreyfusard, c'est-à-dire anti-israélite, à l'époque de l'affaire qui divise la France au tournant du siècle. Enfant, Céline l'entend pester contre ces juifs qui tiennent le haut du pavé, dominent le grand commerce et ruinent les petits boutiquiers, comme son épouse Marguerite Guilloux, marchande et réparatrice de dentelle ancienne. Il hérite donc de cet antisémitisme diffus qui imbibe la majeure partie de la société française de l'entre-deux-guerres, cautionné en quelque sorte par des écrivains prestigieux à l'époque de la parution de Bagatelle pour un massacre, qui distillent des propos plus ou moins virulents contre une prétendue puissance juive occulte. Il suffit de relire certains passages de Giraudoux, de Gide, de Sandrard, de Bernanos, de Monterland, que l'on ne peut qualifier de fascistes, sans parler des Maurras, Jouandeau, Drieux-La Rochelle, Morand, Rebattet et autres Brasillac, qui eux étaient à l'époque au moins compagnons de route du fascisme, et pour certains carrément nazis. Dans cette phrase d'avant-guerre, ce qui paraît aujourd'hui ahurissant, on pouvait donc dire ouvertement du mal des Juifs, sans choquer personne, écrit François Gibault. Sauf peut-être, si le biographe de Céline me le permet, les Juifs eux-mêmes et les antifascistes au courant des persécutions contre les Juifs allemands depuis l'avènement d'Hitler. Un événement personnel vient sans doute ajouter une couche à cet antisémitisme célinien de base. La dédicataire du Voyage au bout de la nuit, une danseuse américaine, Elisabeth Grecq, le grand amour de sa vie, qu'il essaiera de retrouver dans d'autres femmes, l'abandonne peu après la publication du Voyage. Retourne aux États-Unis pour épouser Bentangel, un juif de Los Angeles. Quoi qu'on en ait dit, cette trahison a dû être plus que douloureusement ressentie par un émotif qui l'aura traduite en rancune et en écriture. Et l'écriture est un acte qui ne se paye, ne cesse-t-il de répéter, qu'en mettant sa peau sur la table. Malgré tout cela, Céline accepte de prononcer à l'été 1933 un discours en hommage à Émile Zola, défenseur le plus célèbre du capitaine Dreyfus, y disant notamment qu'il fallait beaucoup de libéralisme pour supporter l'affaire Dreyfus, laissant entendre qu'en 1933, elle n'aurait plus été possible, elle n'aurait plus été supportable au vu de la montée des totalitarismes et plus précisément du nazisme. Hitler, dit-il dans ce discours d'hommage à Zola, Hitler n'est pas le dernier mot. Nous verrons plus épileptique encore ici, peut-être. La note dominante est cependant donnée par l'antisémitisme familial et ambiant, le déboire amoureux et le racisme impuni qui trouveront un exutoire pamphlétaire dans la trilogie anti-juive, Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et les beaux draps. Elle continue encore aujourd'hui à stigmatiser Céline et son œuvre, même si, au paradoxe, rares sont ceux qui l'ont lue. En effet, l'écrivain en interdit la réédition dès 1945, interdiction maintenue par Lucette Almanzor, son épouse, qui a fêté ses 100 ans le 20 juillet 2012. Elle est toujours vivante et vit toujours dans la célèbre maison de la route des Gardes à Meudon. Les pamphlets en édition d'époque sont donc aujourd'hui des curiosas pour bibliophiles, mais sont disponibles sur Internet ou en édition pirate. Il vaut donc mieux ne pas trop s'y fier. Mais alors là, on a une grande chance, enfin, chance toute relative. Le 14 septembre 2012, les éditions québécoises 8 republiaient en édition critique, excellente, présentée et annotée excellemment par Régis Tetamanzi, professeur à l'Université de Mantes, les pamphlets antisémites sous le titre « Écrit polémique ». Voilà. Il y a quelques Belges qui l'ont, ceux qui ont la chance d'avoir un contact avec le Québec. De toute façon, la veuve de Céline en interdit la diffusion en France et donc en Belgique.
Enfin, je lis. Et c'est une excellente... Si vous devez lire les pamphlets, c'est là qu'il faut le lire, pas ailleurs. Bagatelle pour un massacre commence par une diatribe contre les critiques littéraires, juifs ou enjuivés, faut-il le dire, qui ont démoli pour la plupart d'entre eux mort à crédit, sans que ce titre ne soit jamais cité. Mais on connaît par ailleurs sa rancœur dès mai 1936. La critique a été immonde, droite ou gauche. Je fais l'union et le summum de la haine envieuse, aveugle, de la hargne fumière, écrit-il à son ami le peintre Henri Mahé, et à sa secrétaire Marie Canavaggia en octobre 1937. Ce fut, n'est-ce pas, l'alaï le plus lâche, le plus injuste, le plus écœurant. Alors je n'ai pas d'intention que du berger à la bergère. Je me fous cosmiquement d'être impartial ou même scrupuleux. Il développe alors des prédispositions paranoïdes qui s'étaleront dans Bagatelle pour un massacre, où il parodie un de ses critiques haïs. Monsieur Céline est un plagiaire des graffitis ridicules. Tordu au possible, son style est un écœurement, une perversion, une outrance affligeante et morne. Aucune lueur dans ce titre. C'est de fait le langage que l'on pouvait encore lire dans un manuel qui a été diffusé dans les écoles secondaires, un manuel illustré d'histoire de la littérature française, le manuel de Calvet, publié en 1956, au chapitre du populisme. Je cite Calvet. « Étude sympathique des petites gens avec leurs petites aventures qui a gardé son visage de 1860, avec quelque chose de plus affiché dans le cynisme. Avec un Céline, nous descendons jusqu'au bout de l'égout et même un peu plus bas. Avec Calvet, nous ne sommes plus dans la parodie. » Bagatelle sert aussi à recycler deux scénarios de ballet. Un au début du texte et un à la fin. Ce sont les bagatelles du titre. Alors, ne nous prenons pas sur le sens du titre. Bagatelle pour un massacre. Le massacre, bagatelle, on sait ce que c'est maintenant. Les massacres, ce n'est pas le massacre des Juifs. C'est le massacre programmé des Français par les Juifs. Dans une guerre enfin, je vais le dire, c'est une guerre qui est poussée par les Juifs. Enfin, je reviens au bagatelle, le ballet, l'art sublime, l'art par excellence pour Céline, qui se sert du pamphlet pour y insérer ses essais d'écriture chorégraphique qu'il désespérait de voir exécutés sur scène. Jamais j'arrive à les caser, ça me vexe à force, ça me ronge, ça me mine, ça me donne mauvais caractère. Écrit-il dans Ferry pour une autre fois. Les deux premiers sont présentés par un intermédiaire juif fictif à l'opéra et aux organisateurs de l'exposition de 1937, tous juifs ou au mieux francs-maçons. Céline lâche alors la bombe à son délire anti-juif qui se moule tour à tour dans une forme dialoguée, dans une enfilade d'anecdotes, de digressions et d'imprécations plus antisémites les unes que les autres. Le jeu, quand il apparaît, est celui d'un persécuté par la juiverie internationale, un individu qui revendique son anarchisme fondamental. J'adhère à moi-même tant que je peux, c'est déjà pas mal commode par les temps qui courent. Il redit autrement ce qu'il écrivait en mai 1934 à Éliquefort, critique d'art pour lequel il éprouvait une grande admiration. « Je suis anarchiste jusqu'au poil, je l'ai toujours été, je ne serai jamais rien d'autre. Tous m'ont vomi depuis les Izvestia jusqu'aux nazis officiels. » Voici donc Céline, idéologiquement située, fondamentalement située, jusqu'à sa mort. Anarchiste ultra-individualiste, de droite certes, mais anarchiste, auquel répondra dès 1938, de manière virulente, un libertaire de gauche, Hans-Henrik Kaminski, dans Céline en chemise brune. S'il exègre les Juifs, maîtres de l'univers, qui ont fait main basse même sur le communisme, et complotent pour entraîner la France dans la guerre contre l'Allemagne, il n'épargne pas plus le Français, qui, je le cite, se détache nettement de leur semble à rien par sa haine irrémissible, inexpiable pour tous ceux qui, même de loin, lui rappellent quelque lyrisme. Rien de plus odieux de nos jours, humainement plus odieux, plus humiliant, que de regarder un Français moderne, dit lettré, dépioter narquoisement un texte, un ouvrage, n'importe quelle bête à côté possède une allure noble, pathétique et profondément touchante. Faut-il dire que c'est peut-être pour de telles proclamations antipatriotiques
plus que pour cette déclaration antisémite que la justice française n'a pas pardonné à Céline, justifiant à ses yeux l'accusation de haute trahison. D'autant que Bagatelle pour un massacre et les autres pamphlets se situent littérairement dans le réalisme outré du voyage au bout de la nuit et plus encore de Mort à crédit, roman ou mieux autofiction célinienne dont le secret consiste à arriver au bout d'émotion en émotion par le rythme d'une sorte de musique intime. Le rythme me donne les rails et je n'en sors jamais. Je ne sors jamais de l'émotion non plus. Le délire antisémite, c'est-à-dire l'émotion, et l'écriture pamphlétaire, le rythme, se situent dans le droit fil de ces autofictions en exacerbant la pire des émotions. Rien ne sert donc d'isoler les pamphlets comme un accident dans l'histoire littéraire de Céline. Entre les unes et les autres, il n'y a pas de solution de continuité, sauf dans l'obsessionnel et le pathologique. Les pamphlets ne se placent pas davantage sur le plan du réel que les romans. Ils ne concurrencent pas la réalité, ils la disloquent, confirme l'essayiste juif français Stéphane Sagnatsky, auteur d'une curieuse lecture talmudique, donc partielle mais juive, des écrits de Céline, publié en 1993. À la limite, il faudrait bien se résigner à ce que la folie soit consubstantielle au génie de Céline, dans l'esthétiquement admirable comme dans l'éthiquement réprouvable. Le vrai scandale de Bagatelle est peut-être moins d'ordre politique qu'artistique, selon Émile Bramy, un autre essayiste juif français d'aujourd'hui. Du point de vue littéraire, écrit Émile Bramy, du point de vue littéraire, ce livre charriant des tombereaux d'immondices doit être considéré, malgré son contenu, comme un des grands livres d'un auteur majeur. Et c'est vrai. Bagatelle, je dis bien Bagatelle, pas nécessairement des autres pamphlets, mais Bagatelle, c'est drôlement bien écrit. C'est peut-être ça qui est gênant. Même si Bagatelle pour un massacre reçut un accueil bienveillant de critiques ou de revues peu soupçonnables de sympathie hitlérienne comme Emmanuel Berle, Marcel Arlan, le Mercure de France ou le Canard enchaîné, même si l'antisémitisme est banalisé dans la société française du 1937, trop c'est trop. Peu de jours avant la parution de Bagatelle pour un massacre, Céline démissionne de son poste de médecin du dispensaire de Clichy, dont il avait pensé devenir directeur, car le juif lituanien Grégoire Hichok occupait le poste convoité. Il se vit obligé de démissionner aussi du laboratoire de biothérapie qu'il employait depuis longtemps. Sa rage paranoïde anti-juive et les bonnes ventes de Bagatelle alimenteront l'écriture de l'École des cadavres, dont le dédicataire Julien Lapostat, de même que l'épigraphe qui est admirable et qui est Céline, hein, n'a pas été chercher ça, Dieu est en réparation. Donc, dédicataire, épigraphe, marque le largage de Céline par rapport au catholicisme enjuivé dès l'origine. Bah oui, le Christ est juif, comme les apôtres et comme Pie XI, le pape à l'époque. Dit-il, parce qu'il en invente. Il invente des juifs dans ses pamphlets qui ne sont pas juifs. On va en voir, je donnerai un exemple fameux. L'antisémitisme célinien est d'ailleurs indissolublement lié à son anticléricalisme. Écrivant à un breton, lui qui se dit breton, il tonne « Je ne vous reconnais pas comme breton, je vous reconnais comme esclave des juifs et des curés. C'est tout un pour moi. » L'École des cadavres subit une condamnation en juin 1939 sur plainte d'un certain docteur Rouquès, désigné comme juif dans la dernière page du pamphlet, alors qu'il n'était pas. C'en est un, voilà, un cas. Désigné comme juif, alors qu'il n'était pas. D'ailleurs, comme si être pointé comme juif était diffamatoire. Rien de fondamental donc, et d'ailleurs aucune réplique ni favorable ni indignée dans la presse de l'époque. Alors, ce que je vais vous lire, c'est pas tout à fait vrai. Il dit ceci, hein, c'est dans la préface de l'édition, de la réédition de 1942. L'apparition de l'école ne fit aucun bruit, silence total, scrupuleux de toute la presse française, y compris la pacifiste, l'antisémite, la franco-allemande, etc., etc. Pas un écho, pas une ligne, le frigo intégral, la pétoche totale, le désaveu absolu. C'est pas tout à fait vrai. Il a eu quand même un certain nombre de comptes rendus. Moins que Bagatelle, mais il en a eu.
Et cependant, nous sommes dans la surenchère de Bagatelle pour un massacre, dans l'imprécation contre la conjuration juive et des démocraties enjuvées qui conduisent inéluctablement à la guerre. L'allégorie raciste s'y déploie dans toute sa virulence et va jusqu'à imaginer une Shoah inversée, une extermination systématique des Aryens par les Juifs. Le Juif doit disparaître, dit-il dans l'école, parce qu'il, autre citation, parce qu'il s'en faut de 100 000 élevages, de 100 et 100 000 sélections raciales, élimination rigoureuse entre toutes celles du Juif, avant que l'espèce ne parvienne à quelque tenue décente ou possibilité sociale. De telles horreurs, par leur excès même, auraient dû suffire à les disqualifier si elles ne s'étaient tragiquement réalisées. Aussi peut-on sans doute donner quelques raisons à Jean-Louis Thiéraut, qui écrit dans le Figaro hors-série de mars 2011, « Qui sait combien de lecteurs de Céline ont fait les mauvais choix simplement pour l'avoir lu. L'encre peut avoir les couleurs du sang. » Dès 1938, le docteur Destouches est mûr pour la collaboration. Hitler est un bon éleveur de peuples. Il est du côté de la vie. Il est soucieux de la vie des peuples, et même de la nôtre, écrit-il dans l'école. Redira-t-il la même chose en traversant l'Allemagne dévastée de 1944-1945 ? Il en veut aussi à la République maçonnique française, celle du Front Populaire, celle de Léon Blum, dirigée par les francs-maçons chiens volontaires des Juifs, qui conduit le pays à la boucherie. C'est ça, l'école des cadavres. L'alliance et les termes employés rappellent les cadavres, évidemment, c'est les cadavres des Français qui vont mourir à la guerre. L'alliance et les termes employés rappellent trop le délire du complot judéo-maçonnique né dans le cerveau malade de Léo Taxil au XIXe siècle pour que cette rencontre morbide soit due au hasard. Tout était bon à Céline, même les sources les plus discréditées déjà à l'époque, pourvu qu'elles alimentent son propre délire. Par ailleurs, l'école des cadavres est de tous les pamphlets le plus anti-maçonnique. Toute l'activité des maçons, dit-il, superbe ou minime, consiste à préparer, circonvenir, dresser, enfiévrer les masses ariennes en vue des plus folles hécatombes. C'est aussi le pamphlet le plus pacifiste. La guerre pour nous, n'importe quelle guerre, malheureuse ou victorieuse, c'est tout pareil. C'est du suicide. Et c'est le plus prophétique. Il voit sous peu la France envahie, submergée, déferlée par les invasions de ma horde. Elle ne s'en relèvera jamais, retournée, tourmentée, dislocée, débâclée de fond en comble, déchaînée en 50 batailles. C'est fatal qu'elle soit oxyse bien avant la grande victoire. Elle aura tenu qu'un épisode. Il ne restera rien sous les pilonnages, les piétinements de 100 000 colonnes, des bombes, des tanks, des offensives de très haut style. Rien du tout, épongé. Les Hébreux ne durent pas pardonner à Jérémie les catastrophes qu'il leur annonçait, et les Français ne pardonnèrent pas la prescience de Louis-Ferdinand Céline, qui prophétisait dans la même foulée la défaite de juin 40, au vu de l'impréparation de l'armée française. Notez bien qu'à l'époque, De Gaulle ne prédisait pas autre chose. Avec l'école des cadavres, Céline ne prétend pas faire œuvre originale, écrit-il à un publiciste antisémite et anti-franc-maçon notoire, Henri Robert Petit. Du pamphlet lui-même, il ne revendique que la qualité de simple vulgarisation virulente, stylisée. Stylisée. Le mot est lâché. Comme si l'antisémitisme n'avait été pour lui, en 1937-38, qu'un exercice de style où il pouvait déployer sa musique verbale, faute d'autres thématiques après ce qu'il estime être la mauvaise réception de mort à crédit. D'ailleurs, dès le 15 septembre 1938, il annonce à sa maîtresse anversoise Évelyne Paulet qu'en octobre, j'aurai fini mon prochain livre, suite à Bagatelle, et fin de la question, j'aurai, pour ce qui me concerne, épuisé le sujet. Et en février 1939, à la même correspondante, je ne fais plus de polémique, 1000 choses m'en guérissent. Il n'en sera pas tout à fait ainsi en 1941, pas encore guéri, et sous la botte nazie, il devait publier Les Beaux Draps. Mais avant, la Ligue internationale contre l'antisémitisme réussit à faire retirer de la vente Bagatelle et l'école des cadavres le 10 mai 1939,
ils reparaîtront sous l'occupation. Les Beaux Draps est publié en février 1941. La mensuétude toute relative avec laquelle on pouvait encore lire les pamphlets d'avant-guerre n'est plus à l'ordre du jour. Dès 1946, Céline sait que cette publication sous la botte lui sera difficilement pardonnée. En ce qui concerne le chef de trahison, écrit-il à un avocat danois, depuis la prison où le gouvernement danois a préféré le mettre à l'ombre, je ne vois pas ce qu'on pourrait me reprocher d'autre que mon livre Les Beaux Draps, publié à Paris en 1941. Certes, les imprécations antisémites délirantes et irrationnelles reprennent de plus belle, sans argumentation nouvelle, mais non sans passion renouvelée. Comment, en 1941, peut-il encore voir des juifs omniprésents et occupant les meilleurs emplois, alors que depuis le 3 octobre 1940 est promulguée par le régime de Vichy la loi portant sur le statut discriminatoire des juifs? Comment peut-il encore s'époumoner contre une France juive et maçonnique, alors que les Allemands ont commencé à faire leur épouvantable travail contre les juifs et les maçons? Comment peut-il croire encore à cette calembredaine historique qui voit dans la révolution soviétique de 1917 le triomphe d'une conjuration juive internationale stipendiée par l'or des banquiers juifs américains? Mieux, comment peut-il reprocher une quelconque mollesse anti-juive aux journaux français de la collaboration? Son aveuglement paranoïde serait à hurler de rire si nous n'étions alors en pleine tragédie. Décidément, il avait raison en 1939. Le sujet était épuisé. En fait, le vrai sujet et la vraie cible sont à chercher ailleurs. Céline s'adresse violemment à la France, à la lâcheté de l'armée française sans fuite devant les troupes allemandes, aux politiques français dont le discours faussement héroïque occulte une authentique couardise et aux Français, toutes classes sociales confondues, qu'il décrit. Là, tout con, éboubi, la tourmente passée, dépareillée, envieux, sournois, n'ayant pas une idée commune, sinon quelques morne aversion les uns pour les autres, décomposition du cadavre. Que peut-on faire de cette engeance, cet énorme tas de loques? Et pour sauver cette France dépenaillée, Céline propose sérieusement un programme de réforme politique radicale qu'il a au moins l'humour de nommer « communisme labiche », en référence au célèbre auteur de vaudeville, car il veut en redonner à la France de la gaieté, de la légèreté, du sens de la danse. Le communisme labiche ou la mort, voilà comme je cause. Et pas dans 20 ans, mais tout de suite. Ce communisme prône l'égalité républicaine absolue, la justice sociale intégrale, qui octroie le même salaire à tous, avec quelques différences fonctionnelles minimes et de toute façon plafonnées. Le travail pour tous est assuré par les nationalisations de l'ensemble des industries et de la finance, d'une part, et par l'agriculture collectivisée de l'autre. Et ceux qui ne veulent pas travailler, je les fous en prison. S'ils sont malades, je les soigne. Le libertaire anti-bourgeois a quelquefois de durs accents nationaux socialistes. Mais il s'agit de mettre fin au chacun pour soi, au tous contre un et au un contre tous. Et voici sans doute la mesure qui en rappelle une autre, beaucoup plus récente, à tous et à Martine Aubry en particulier. Je cite. « S'il m'est permis de risquer un mode d'expérience sur le tas, et puis comme médecin, des années, un peu partout sous les latitudes, il me semble à tout bien peser que 35 heures c'est maximum, par bonhomme et par semaine, au tarabustage des usines, sans tourner complètement bourrique. Il n'y a pas que le vacarme des machines. Partout sévit la contrainte, c'est du qu'il faut même. Entreprises, bureaux, magasins, la jacasserie des clientes est aussi casse-crâne écœurant qu'une essoreuse broyeuse à benne. Partout où on obnubile l'homme pour en faire un aide matériel, un pompeur à bénéfice, tout de suite, c'est l'enfer qui commence. 35 heures, c'est déjà joli. Faut-il dire qu'un tel programme ne répondait pas spécialement au travail, famille, patrie de Pétain, que Céline avait affublé du sobriquet de pré-Tartarin dans l'école des cadavres et de Philippe le Dernier à l'époque de Sine-Marignan. Alors qu'en 1940, François Mauriac et Paul Claudel ne se privent pas d'éloges, voire de dithyrambes,
à la personne et au discours du maréchal. Celui-ci ne devait pas particulièrement apprécier le nouveau code de la famille imaginé par le docteur Destouches pour faire danser la France, pas plus que son plan de rénovation scolaire pour faire, écoutez, les profs, instituteurs et autres didacticiens, pour faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l'âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée, maléfique, afin de ne pas tuer l'artiste chez l'enfant. Le maréchal, lui, avait besoin de petits Français obéissants, le doigt sur la couture de la culotte, et non point d'artistes en erreur. Et comme nul n'ignore que Céline méprise le régime de Vichy, celui-ci le lui rendra bien en interdisant la diffusion des beaux draps dans la zone libre le 4 décembre 1941, après réception du rapport d'un écrivain allemand chargé de superviser la censure dans l'Europe occupée, ce dont il se plaint amèrement dans sa correspondance. Le livre sera aussi interdit en Allemagne ou à un universitaire du Reich, tout en reconnaissant les conceptions raciales justes du pamphlet, et mettra de sérieuses réserves Rosic sur sa langue négligée et obscène. Il sera peu vendu en France et même éreinté par la presse collaborationniste. Le 3 mars 1941, Robert Desnos publiait dans le journal Aujourd'hui où il travaillait un compte-rendu des beaux draps dans lequel le plus blessant pour Céline était le parallèle que le poète établissait entre le pamphlet et l'écriture du romancier Henri Bordeaux, symbole du style académique que l'auteur du Voyage exécrait le plus. Celui-ci exige un droit de réponse sous forme d'une lettre véhémente publiée le 7 mars 1941. Il y insinuait que Desnos était juif, ce qu'il n'était pas, et que sous son nom s'en cachait un autre. Le poète lui répond ironiquement dans un court insert qui suit la lettre de Céline, en s'adressant à Monsieur Louis Destouches, dit Louis-Ferdinand Céline, et en signant Robert Desnos, dit Robert Desnos. C'est la seule prise de bec que j'ai pu enregistrer entre les deux écrivains. Rien en tout cas qui justifie l'accusation de dénonciation et l'imputation à Céline de l'arrestation le 22 février 1944, la déportation à Buchenwald et la mort de typhus de Robert Desnos le 8 juin 1945 au camp de concentration de Theresienstadt. Dès juin 1942, Desnos a fait partie du réseau de résistance Agir et ne cachait guère ses opinions antifascistes. Ce manque de précaution est probablement à l'origine de son arrestation. Par ailleurs, s'il est avéré que Céline a collaboré très erratiquement, d'ailleurs, comme nous le verrons, il n'a jamais dénoncé quiconque. On ne prête qu'aux riches, erronément dans ce cas. Et nous allons voir si la technique marche. C'est le qu'on branle chaque matin pour faire lever tous les putains. Grosse bataille, petit butin, de l'Irlande
Aux Dardanelles. Il est sous le mec, alors ça n'a aucune importance, il a fait comme il veut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, vous n'en mettez pas. Voilà, c'était la chanson À nœud coulant, chantée de Louis-Ferdinand Céline, chantée par Louis-Ferdinand Céline, et à l'accordéon aimable. La guerre est là, et ses horreurs. Et l'horreur de la guerre que Céline a éprouvée jusque dans sa chair en 1914, et déversée dans les pages inoubliables du Voyage au bout de la nuit, autant que dans les imprécations pacifistes, avec toutes les outrances dont il était capable dans des ouvrages qui ont fait de lui le chien galeux des lettres françaises. La guerre perdue par une armée française en déroute, comme il l'avait prophétisé. Voici l'occupation. Quelle sera son attitude pendant cette période? Collaborationniste, bien sûr, mais là encore à sa manière, plutôt déconcertante, et toujours en relation dialectique et chevelée avec son anarchisme de base. En fait, comme avant, il est contre les Juifs, contre les Français, mais aussi contre les Allemands, qui lui ont piqué 150 pièces d'or en forçant un coffre qu'il avait ouvert en Hollande. Et là, il ne pardonne jamais aux Allemands. Il ne pardonnera jamais aux Allemands. Il y aurait tout un exposé à faire sur les relations de Céline et l'argent. Hein. C'est pas piquer des verres non plus, ça. Il est finalement contre tout. Il refuse d'appartenir à l'un des partis ou à un organe quelconque de la collaboration, en dehors d'une adhésion fugace au cercle européen fréquenté surtout par le milieu médical pro-allemand, fondé en octobre 1941, et dont il démissionne en mai 1942. Il a toujours prétendu d'ailleurs qu'on lui avait inscrit contre son gré, sans le lui dire. Il assiste à l'inauguration de l'Institut d'études des questions juives le 22 mai 1941, mais il y fait scandale en raillant publiquement les organisateurs. Il refuse en 1941 d'être du voyage en Allemagne des écrivains collabos, Drieux-La Rochelle, Brasillac, Jouandeau. Sa visite à Berlin en 1942 est à but privé. Il veut y retrouver sa vieille amie danoise Karen Marie Jensen, encore une danseuse, pour lui confier les clés du coffre de la banque danoise où il a déposé le produit de ses droits d'auteur, là aussi converti en or. L'avenir lui apprendra que l'idée était mauvaise. Il y risquera sa vie. Il y risquera d'y perdre la vie, même. Il y perdra une partie de son or. Lors de ses contacts professionnels comme médecin en 1942, il déclare à Berlin, il déclare publiquement que choisir entre le communisme et le nazisme, c'est choisir entre la peste et le choléra. On comprendra donc que les Allemands se méfient de quelqu'un qui semble avoir compris très tôt que la guerre était perdue pour les puissances de l'Axe. De Noël republie ses pamphlets en ajoutant les beaux draps à la collection, mais Céline ne pouvait imaginer, en 1942, que Hitler, en sa folie meurtrière, procéderait à l'extermination systématique des Juifs. L'aurait-il su ou deviné qu'il n'en aurait sans doute pas interdit la réimpression? L'irrationalité de son racisme anti-juif aurait sans doute fait de lui un négationniste avant la lettre. Il est vrai, à sa décharge, il est vrai que ce n'est qu'en octobre 1945 qu'il prendra connaissance de l'existence des camps de concentration nazis par le journal Le Monde, qu'il lit dans son exil danois, et l'on n'y parle pas encore de l'extermination des Juifs. Durant l'occupation, il ne sait rien de la Shoah, un sujet que cette fréquentation allemande garde tabou. Ces articles, parus dans la presse collaborationniste, en fait ne méritent pas ce nom. Il s'agit de lettres écrites aux rédacteurs, certes parfois délirantes de racisme, spontanées ou en réponse à des articles d'autres collaborateurs, dont il autorise la reproduction, mais pour lesquels il refusera systématiquement tout paiement. Je n'ai jamais touché un sou d'un journal quelconque. Ceci est le prix de mon absolue indépendance. Il m'arrive d'employer des lettres toutes gratuites, des cadeaux, écrit-il dans une lettre de 1942. Jamais non plus il ne parlera à Radio Paris, la radio de la collaboration, alors que Simone de Beauvoir, la compagne de Sartre, radiée de l'Éducation nationale en 1943, y a assuré un travail de metteuse en ondes. Prudence paranoïde,
crainte prophétique de l'avenir, duplicité, anarchisme par-dessus tout. Les 4 comportements à la fois peut-être. Il n'a cessé d'insister sur la gratuité de ses interventions dans la presse, alors qu'il ne manquait jamais de réclamer de l'argent. Hein, on a sa correspondance avec De Noël, on a sa correspondance avec Gallimard, il parle surtout d'argent. Dès 1938, il s'indigne en vrai libertaire qu'on puisse penser qu'il est stipendié par Hitler. Ce que j'écris, je le pense, tout seul, et nul ne me paye pour le penser. Personne, ou presque personne, ne peut se vanter d'en faire autant, de se payer ce luxe. Moi, je le peux. C'est mon luxe, mon seul luxe. À 71 ans, comme ma mère, je gagnerai toujours ma vie. J'emmerderai encore les juifs et les maçons, et les éditeurs, et Hitler par-dessus le marché s'il me provoque. Céline ne vivra que 67 ans. Il mettra en sourdine son obsession judéo-maçonnique de 1945, mais il aura pesté contre Hitler avant, et il aura emmerdé ses éditeurs De Noël et Gallimard avant et après. On imaginera donc que son sang ne dut faire qu'un tour lorsqu'il apprit, avec un peu de retard, que Jean-Paul Sartre avait écrit dans le numéro de décembre 1945 des Temps modernes « Si Céline a pu soutenir les thèses socialistes des nazis, c'est qu'il était payé ». Accusation reprise et jamais corrigée dans les éditions successives de Réflexions sur la question juive. La réponse cinglante viendra en 1948 dans les quelques pages intitulées « La JT du bocal », qui sont prises également dans les écrits polémiques parus au Québec. Céline, donc c'est à la JT du bocal, Céline s'y refuse de nommer Sartre par ses vrais prénoms, auxquels il substitue ceux de Jean-Baptiste. Je ne sais s'il était au courant que tels étaient les prénoms du père de Jean-Paul Sartre, mort alors que celui-ci n'avait qu'un an. Si tel était le cas, l'intention d'ajouter une blessure familiale à la bordée d'injures d'ordre personnel de l'agité du bocal ne doit pas être écartée, comme si la malhonnêteté sartrienne était génétique. À son ami Henri Mahé, il a écrit le 8 mai 1947 « Sartre m'aurait fait mes chaussures pour que je me rende à l'une de ses premières. Les mouches en 1943, qui a d'ailleurs été représenté devant un porteur d'officiers allemands, même si le sens allégorique de la pièce ne fait aucun doute, hein, et huis clos en juin 1944. Ce que je n'ai jamais fait. J'ai toujours refusé d'assister à ces premières de Sartre, alors que, prétend-il, Sartre l'y aurait invité avec insistance. Sartre est un vilain petit merle, dit-il au journaliste anarchiste Robert Massin, plus grossièrement, dans une lettre du 28 novembre 1947. Sartre est un vilain petit merle. Il m'aurait fait des pompiers. Avant d'aller le foutre, pour que je consente à lui me montrer à ses pièces sous la botte. Il me faisait relancer par Dulin, De Noël, etc. Je crois la petite ordure qu'il m'a même dédié un de ses livres autrefois. En fait, Céline impitoyable fait allusion à l'exergue de la nausée, roman publié en 1938, alors que la publication de Bagatelle pour un massacre datait, donc, vous vous en souvenez, de 1937. Et l'exergue, c'était une phrase tirée de l'Église, la première œuvre réellement de Céline, une œuvre dramatique, dont l'acte 3 a des relents déjà antisémites. Sartre a prétendu qu'il n'avait jamais lu la pièce, ce qu'il aurait quand même dû faire, on peut prendre des précautions, et que sa citation, c'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu, était de seconde main. Moi, j'ai fait de la science, enfin, j'ai eu des opinions, je ne sais pas si la philologie serait vraiment une science, des opinions, mais on m'a toujours appris qu'on devait toujours vérifier ces citations, qu'on ne devait jamais citer de seconde main. Rendons cependant grâce à Sartre d'avoir tenu jusqu'à la fin de sa vie le voyage au bout de la nuit comme une œuvre essentielle du XXe siècle. Il ne retira l'exergue d'aucune édition de la nausée. Mieux, dans un article écrit en 1946, c'est-à-dire in tempore non suspecto, Sartre, à ce moment-là, avait établi avec d'autres écrivains une liste d'écrivains à épurer. Et Céline figura en bonne place. Hein. C'est en 1946. Il écrit
et ce sera publié dans les temps modernes de juin 1948, sous le titre « Écrire pour son époque », et il avoue « Peut-être Céline demeurera seule de nous tous ». Début 1941, Céline et Lucette Almanzor, une danseuse encore, qui se marieront en février 1943, s'installent dans un appartement au 5e étage du 4 rue Girardon à Montmartre. Leur voisin de l'étage du dessous est Robert Champfleury, éditeur musique, dont l'appartement servit de plaque tournante à divers réseaux de résistance et même abrita une réunion du Conseil national de la résistance, présidée, comme on le sait, par Jean Moulin. Lorsque Céline l'apprend, il se garde bien de dénoncer Champfleury. Ce n'est pas à moi qui ai jamais donné personne, mais on m'a donné, se confesse-t-il en mars 1947 à un ami riche qui l'accueillera depuis quelque temps, dès son retour d'exil en 1951. Ce qui fait écrire à Henri Godard, en dépit de nombreux assauts menés contre l'œuvre et la personne de Céline depuis les années d'avant-guerre, jusqu'à nos jours, aucun crime de dénonciation n'a jamais pu lui être imputé. Il se tue encore lorsqu'il savait que Champfleury organisait des filières pour héberger des évadés et des parachutistes. Mieux, il soigna la main meurtrie d'un résistant torturé par la Gestapo en ayant deviné l'origine de la blessure. Il signa, sans demande d'explication, des certificats de complaisance pour des réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne. Le commissaire de police Vanni, gaulliste de Beson, où le docteur Destouches travaillait au dispensaire durant l'occupation, témoigne en sa faveur, en délivrant là aussi des certificats de complaisance en toute conscience de ce qu'il faisait. Il aida des juifs cachés. Ce drôle de collaborationniste devait donc déconcerter les Allemands. Savait-il par exemple que les amis de Céline à Quimper, où il passa ses vacances en 1942, étaient tous résistants? Il ne demandait jamais rien pour lui aux autorités occupantes, sinon du papier pour l'impression de ses ouvrages, mais intervenait pour d'autres comme Camille Savoine, médecin franc-maçon, arrêté par erreur comme juif, alors qu'il n'était pas, et qu'il réussit à faire libérer, tout comme un jeune breton interné par les Allemands en août 1941 à Fresnes, d'où il sort le mois suivant grâce à l'intervention de Céline, dont l'anarchisme fondamental le rendait décidément incontrôlable. Champfleury ne manqua pas de reporter les faits dont il avait été témoin lors du procès de Céline, et en 1958, il lui écrit une lettre qui se termine par ces mots « Vous restez un des derniers grands écrivains et l'un des derniers individualistes en même temps qu'un homme propre et courageux auquel je suis heureux de rendre hommage. » Mais ces fréquentations douteuses dans les milieux de la collaboration lui collent à la peau. Il sera l'objet de nombreuses menaces de mort et d'un projet d'assassinat ourdi par Roger Vaillant en juillet 1943. Céline réagira en 1957, lorsque parut le roman de Vaillant « La Loi », qui reçut le prix Goncourt cette année-là. Désormais, Céline n'appellera plus Vaillant que « mon assassin » dans la presse et sa correspondance. Un dernier exploit de Céline sous l'occupation, invité en février 1944, mais la date n'est pas sûre. L'anecdote est sûre, mais la date n'est pas sûre. Invité à dîner chez l'ambassadeur d'Allemagne en France, Otto Abetz, il se lance dans une diatribe contre la stupidité des Allemands et prétend pathétiquement que Hitler est mort et que les Juifs l'ont remplacé par l'un des leurs. Abetz, de crainte d'une dénonciation par les serveurs de l'ambassade peut-être infiltrée par la Gestapo, fait reconduire Céline en prétextant qu'il est pris d'une crise de paludisme qu'il avait en effet contractée lors de son séjour au Cameroun. Menacée quotidiennement de mort, Céline s'enfuit avec Lucette en Allemagne en juin 1944 pour sauver sa peau et dans l'espoir de passer au Danemark pour reprendre son or planqué en 1942. Ne pouvant franchir la frontière et de peur d'être assigné à résidence en Allemagne du Nord, il rejoint Sigmaringen, où se trouvent rassemblés et prisonniers de fait les chefs et la Ligue de la collaboration française. Sigmaringen, en Souabe, aux portes de la Suisse que Céline projette de franchir un jour ou l'autre. Arrivé à Sigmaringen en novembre 1944, il refusera de participer à quelque activité politique que ce soit.
se contentant, ce qui n'était pas peu en raison de la pénurie de médecins, de soigner les médecins français, les malades français. Les médecins, il y en avait un autre quand même, mais il ne soignait que les malades français. Un jour, Léon de Grelle, notre beau Léon à nous, vient faire une conférence pour réunir les divisions Waffen-SS Wallonie, Langemarck, les Flamands, et Charlemagne, les Français. Céline quitte ostensiblement la salle à la moitié de l'exposé en s'exclamant qu'il est ce roi des cons qui ne fera même pas un beau pendu avec sa gueule de Jean Foutre. La tentative du fureur des Wallons restera sans lendemain. Le docteur détoucherait de plus en plus les geôliers de Sigmaringen, mais finit par obtenir des passeports pour Lucette et Louis en mars 1945. Il quitte le château avec le chat Bébert, véritable personnage de la trilogie allemande, traverse l'Allemagne en feu et arrive à Copenhague le 27. Là commence une autre étape biographique qui me retiendra moins, voire pas du tout, puisque l'objet de cet exposé est l'examen des raisons qui font de Céline un écrivain encore aujourd'hui pestiféré. Mais on ne peut se dispenser de se pencher sur l'attitude de cet antisémite rabique vis-à-vis des Juifs qu'il a rencontrés durant sa vie, ou quelques-uns tout au moins, ou du moins ce que nous en savons, et réciproquement sur ce que certains Juifs ont dit après la guerre en faveur de Céline. Certains Juifs, pas tous. Nous savons déjà qu'il n'en a dénoncé aucun, voire qu'il en a protégé à Besançon à la demande du commissaire de police qui les abritait clandestinement. On sait aussi que, sous l'influence de Barbus, qu'il admirait, il signe une pétition, lui qui n'en signe jamais, pour la libération de Dimitrov, juif et bulgare, accusé par Hitler de l'incendie du Reichstag en 1933, en compagnie de 2 autres compatriotes. En 1932, Céline rencontre au Café de la Paix une jeune femme autrichienne de 27 ans, Silly Ambor. Elle est juive. Il s'inquiète dans une lettre du printemps 1933. « Je me demande si vous êtes en sécurité à Vienne, si l'hitlérisme ne va pas aussi envahir l'Autriche. Quelle folie secoue encore le monde. Demain, l'Europe entière sera fasciste, et pour longtemps. Louis-Ferdinand Céline ira en prison aussi. » Fin de citation. Céline ici est visionnaire. L'Autriche sera réunie au Reich allemand le 12 mars 1938, et en 1946, Louis-Ferdinand Céline sera emprisonné au Danemark. Mais en 1932-33 également, il encourage une autre maîtresse allemande à faire carrière dans un journal hitlérien par pur opportunisme, sans scrupule idéologique. Il termine même une lettre par un vibrant Heil Hitler. Duplicité certes, mais dans le sens d'un double jeu amoureux, sans impact idéologique encore, car l'anarchiste qu'il est fondamentalement craint le fascisme à l'époque. Les nazis m'exèrent autant que les socialistes et les communistes, écrit-il en mars 1934 à Illyfort, qu'il admire et admirera jusqu'à leur rupture idéologique en 1936. Auparavant, il avait pris vivement la défense du traducteur juif-allemand du voyage au bout de la nuit, Isaac Grünberg, dont le travail fut interdit de publication après la prise du pouvoir par les nazis. Il lui envoie en février 1933, via son éditeur, une lettre de soutien des plus chaleureuses et des plus flatteuses sur son travail de traducteur. En fait, Céline connaissait un peu l'allemand et un peu l'anglais, puisqu'il avait fait des voyages. Enfin, ses parents l'avaient envoyé en Allemagne et en Angleterre pour apprendre les 2 langues. Enfin, il savait le lire, l'allemand, il savait lire l'anglais, bien entendu. Enfin, ses connaissances étaient plus que rudimentaires, mais pas tout à fait très développées. Mais plus tard, s'il compatit sincèrement la souffrance d'un ex-collègue à la Société des Nations, le docteur Walter Strauss, juif allemand, qui fuit son pays en raison des persécutions hitlériennes des années 37-38, ce qui vous arrive est absolument affreux. Demain, ici, sans doute, nous aurons des choses semblables. Il lui rappelle que lui aussi vient d'être victime de la persécution d'un juif lituanien, directeur du dispensaire de Clichy, suite à la publication de Bagatelle pour un massacre, dont il envoie un exemplaire, à son confrère juif allemand. Entre égoïsme et compassion, Céline balance encore, avec peut-être dans l'envoi une pointe de sadisme.
Il y a en France, vous le voyez, un nazisme à l'envers. Le délire antisémite de Bagatelle est passé par là et deviendra atroce dans une lettre de février 1939 à son ex-maîtresse juive autrichienne, Silly, dont le mari vient de mourir au camp de concentration de Dachau. Elle est parvenue à s'échapper d'abord à Londres, puis en Australie. Il la console du mieux qu'il peut, mais il geint. De mon côté, mes petits drames ne sont rien à comparer aux vôtres, pour le moment. Mais cependant, la tragédie est là. À la suite de mon attitude antisémite, j'ai perdu tous mes emplois, Clichy, etc. Et je passe au tribunal le 8 mars. Vous voyez que les Juifs aussi persécutent. Hélas, ici, vous savez, nous sommes littéralement envahis. Et de plus, ils nous poussent ouvertement à la guerre. Il est difficile d'être à la fois plus mufle et plus aveugle. Le ton change à nouveau. Lorsque parmi les perdants désormais, il reparle des Juifs, leur écrit ou les reçoit. Le premier étranger à s'intéresser à l'œuvre de Céline après la guerre est un professeur juif de l'université de Chicago, Milton Indus, qui présidera un comité de défense de Céline aux États-Unis et tiendra avec lui une longue correspondance. Dans une lettre de mars 1947, Céline reconnaît « La question d'antisémitisme n'a plus aucun sens. C'est devenu une imbécile querelle de famille sans issue. » Il reviendra à de nombreuses reprises, la même année, sur la non-raison d'être, voire sur la sottise de l'antisémitisme, dans des lettres à des non-juifs, aussi bien privés que plus intéressés pour sa défense, à son avocat français Alberno, proche de la résistance. Indus le visitera au Danemark. Le caractère revêche de Céline provoquera la rupture, comme plus tard il provoquera la brouille avec Jean Paulhan, écrivain résistant qu'il avait introduit dans l'écurie Gallimard, son éditeur exclusif d'après-guerre. Le professeur juif américain publiera sa correspondance avec Céline et un livre important mais peu favorable pour sa personne. Paul Lévy, directeur juif français du journal Aux Écoutes du Monde, qualifié ironiquement par Céline de l'écho des synagogues, répond en 1948 à un article d'un autre journal philosémite qui s'acharnait sur Céline incarcérée au Danemark. Paul Lévy dit ceci: « Je continuerai à plaider pour Céline, qui est un homme de lettres type, pour qui l'utilisation et même la déformation des thèmes du jour constitue le plaisir essentiel de l'écrivain. Comme en 1940 et en 1944, je défends en 1948 les droits de l'individu, le respect de la personnalité humaine que vous voulez écraser si on ne partage pas vos erreurs. » À partir de 1955, Céline entretient une correspondance régulière avec Jacques Ovadia, journaliste israélien, militant du Mossad, puis membre de l'internationale situationniste. On n'est jamais loin de l'anarchiste avec Céline. Ils se rencontreront 2 fois à Meudon, en 1958. Ovadia lui proposera de traduire des extraits de son œuvre en hébreu en 1955. En reconnaissance peut-être dans son autofiction posthume, Rigaudon, Louis-Ferdinand reconnaît en une antithèse violente, célinesque, « Je dis que ce pays d'Israël est bien une vraie patrie d'accueil et que la mienne est toute charonnerie. » Le 4 juillet 1961, une trentaine de personnes, dont Jean-Roger Caussimon, le magnifique interprète de l'anarchiste Léo Ferré, assistèrent à son enterrement. 2 journalistes, avertis par Roger Nimier, son ami des éditions Gallimard après la rupture avec Paulhan, sont présents. L'un d'entre eux est juif. Quoi qu'il en soit, on a souvent l'impression que pour Céline, que pour le Céline, en tout cas du délire antisémite des pamphlets, le juif a cessé d'être un collectif d'êtres humains pour s'hypostasier en une catégorie métaphysique du mal qui ronge au plus profond la race française, aurait-il dit, réincarnation d'une lignée ancestrale qui remonterait à une double racine aussi mythique que foireuse, la celtique par sa mère. À Saint-Malo, par exemple, en 1938, il fréquente certains activistes bretons indépendantistes et fascisants, qui collaboreront d'ailleurs le moment venu avec l'occupant, et d'autre part, par les Détouches, la flamande, et en 1944,
Il correspond avec l'abbé Gantois. Gantois, c'est le nom de l'abbé. L'abbé Gantois, directeur de la revue autonomiste Le Lion des Flandres. Il apprit à ses dépens que le juif quintessentiel n'avait rien à voir avec des individus de race juive, comme il disait, qui ne pouvaient faire l'objet d'aucun exercice de style et de rythme de musique verbale, même brillant, même d'un écrivain convaincu de sa valeur. Le racisme est un de ces points limites vers lequel tend la littérature célinesque. Mais imagine-t-on Céline être pour la mort, comme aurait dit l'agité du bocal, prendre le progrès de l'humanité comme point limite de sa recherche. L'expérience lui avait appris à se méfier de l'humanité, de cette humanité, à la mépriser même, sauf s'il s'agissait des pauvres, des misérables et des clochards que le docteur Destouches soignait gratuitement à Meudon dans les dernières années de sa vie, ou dans les dispensaires publics où il travailla tout au long d'une carrière de médecin, qui ne pratiqua occasionnellement la médecine dite libérale que par nécessité et pour peu de temps. Il convient donc de le prendre, comme dit David Alliot, comme il est, pétri de ses contradictions, avec ses luminescences et ses malédictions. Pour terminer, un mot sur les 3 points. Les 3 points de suspension. Tout lecteur de Céline, surtout de Mort à crédit et des œuvres qui suivent, c'est qu'ils sont une des marques du style célinien. Lui-même en parle dans les entretiens avec le professeur Y, publié en 1954. Je cite ici avec la ponctuation est importante. Les rails émotifs, 3 points. Impondérable, 3 points. Le style émotif, 3 points. À 3 points, 3 points. 3 points, 3 points. La trouvaille du siècle, 3 points. Ma trouvaille, 3 points. J'aurais de drôles de funérailles. L'ultime pirouette autodérisoire allusive à les funérailles d'un franc-maçon. Regard amusé sur une institution qu'il avait aussi vilipendée que la juiverie internationale, rassemblée dans cet État d'Israël dont il salue maintenant l'existence, mais à nouveau à travers un individu, le journaliste Jacques Ovadia, citoyen israélien, un de ses derniers correspondants. La technique me fait défaut. Je te trouverai chorogneux.
chantée par Céline, est toujours un accordéon aimable. Je vous remercie pour votre attention.